d'une forme moins trapue et plus élancée que l'ARV Flughtliner, le TR-3A Sportster est un disque volant dont l'aspect évoque l'idée que l'on se fait d'une soucoupe volante. D'ailleurs, la forme et les proportions de l'engin ont été conçues pour piéger et guider les ondes scalaires, ces fameuses ondes qui sont à la base des principes de l'antigravitation. En effet, le TR-3A est un modèle à double coque, un peu comme la notion de double coque des navires pétroliers, mais entre les deux coques de la soucoupe, il y a du vide, un vide qui s'avère fondamental pour instrumentaliser les ondes stationnaires puis scalaires qui seront générées, guidées et focalisées pour permettre à l'engin de se déplacer. Le design général de cette soucoupe à double coque est également important car il est question, dans cette technologie, d'utiliser le concept de « cavité résonante » pour permettre aux ondes de se focaliser correctement. Le Sportster a été inspiré par un modèle extraterrestre qui a été retrouvé intact le 20 mai 1953 à Kingman dans l'Arizona. Si les informations en possession de Roder ne parlent pas du fait que des entités extraterrestres mortes ou vivantes ont été récupérées, à cette occasion, elles mettent en relief le fait que cet engin et cette technologie appartenaient à une race d'aliens s'apparentant au gris, à savoir la version classique des 1,20 m revêtus d'une combinaison très moulante de la même couleur grise que leur épiderme. Jean-Marc Roder, ingénieur, émet l'hypothèse que les militaires US ont sans doute pu mettre la main sur d'autres vaisseaux de ce type, ce que Corso affirme aussi, mais il tient pour certain que la technologie qui l'équipait a été suffisamment étudiée et comprise pour que l'engin fût reproduit à l'identique ou sous une forme simplifiée à la fin des années 80. Roder précise également que la dénomination TR-3A désigne un autre engin top secret de l'arsenal militaire américain, à savoir un missile hypersonique à propulsion EMAHD dont la vitesse et le rayon d'action sont bien supérieurs aux missiles classiques. Pour la facilité du propos, ce modèle de disque volant d'inspiration extraterrestre, pouvant se mouvoir à des vitesses supraluminiques, sera baptisé TR-3A Sportster, modèle sport. Il a été conçu dans le cadre d'un programme dit « Red Light ». Si la date de « capture » du Sportster remonte à 1953, il n'aura été possible pour les militaires de piloter l'un des engins capturés que dès le début de l'année 1971. Pourquoi un tel délai entre la date de « capture » et les premiers vols d'essai, c'est-à-dire un peu moins de 20 ans ? Sans doute qu'il aura fallu tout ce temps aux ingénieurs pour comprendre comment le vaisseau fonctionnait et surtout, comment adapter le poste de pilotage aux mensurations humaines nettement plus imposantes que celles des petits gris. Les ingénieurs auraient été capables d'installer 2 sièges dans un espace de pilotage qui se trouve en dessous de l'espace de pilotage d'origine. Celui-ci aurait été configuré pour adapter les caméras, capteurs aides qui permettent aux pilotes d'avoir une vue extérieure de leur environnement puisque le Sportster tout comme l'ARV ne dispose pas de hublots et autres verrières permettant de voir à extérieur. En ce qui concerne le pilotage proprement dit, l'appareil se manie avec le même procédé de pilotage manuel que l'ARV Flughtliner, le trackball, une interface électronique, sorte de sphère munie de capteurs dont le pilote contrôle les mouvements avec la paume de la main, l'appareil obéissant aux mouvements transmis au système par la main du pilote. Au départ, il semble que le système de pilotage du Sportster était indissociable du pilote extraterrestre puisque les ondes cérébrales de l'alien manœuvraient l'engin. L'entité extraterrestre était en quelque sorte le pilote, l'ordinateur et l'âme de l'engin. Cette assertion de Jean-Marc Roder ressemble aux propos d'autres témoins et militaires qui se sont exprimés sur certains des ovnis extraterrestres récupérés par les militaires, comme David Adair. Par exemple, le colonel Corso affirma que les gris ne pouvaient être séparés de leur vaisseau puisqu'ils en étaient la pièce centrale, l'intelligence, l'âme. Raison pour laquelle les ingénieurs ne parvenaient pas à faire fonctionner certains des ovnis pourtant récupérés intacts. Pour la petite histoire, il est piquant de constater que les scénaristes de la série Tekken, produite par Steven Spielberg, supposaient retracer la manière dont un groupe occulte de militaires se sont appropriés la technologie des extraterrestres firent également allusion au fait que l'un des engins récupérés restait totalement inactif malgré les efforts des ingénieurs. Ils avaient donc besoin d'un extraterrestre vivant.
Ils firent diverses expériences, notamment avec un couple de jumelles médiums, une expérience infructueuse qui aboutit à leur décès. Il y a fort à parier que les scénaristes ont très certainement surfé entre mythe et réalité. En ce qui concerne le générateur d'énergie et le mode de fonctionnement du Sportster, on se trouve face à un système d'antigravitation totalement différent de tout ce que nous avons déjà évoqué auparavant. Un système plutôt complexe que Jean-Marc Roder explique dans le détail mais qu'il nous semble trop ardu de restituer en quelques lignes pour en saisir intuitivement le mécanisme. Ce que nous pouvons en dire, c'est que la forme de la coque, ses structures internes, les alliages de métaux, inconnus pour Roder, participent fortement à la mise en route des propriétés antigravitationnelles du TR3 à Sportster. Ensuite, l'énergie nécessaire est tirée par un générateur de protons, dont la fonction est de bombarder une cible de quelques millimètres, de forme triangulaire, d'un poids de 223 grammes et composé par un matériau ultra lourd, l'élément 115 qui est un quasi-cristal dont on va tirer la fameuse fusion froide. Il s'agit donc d'une alimentation électrique à haute fréquence tirée de ce fameux élément 115, qui se présente comme un cristal apériodique. Le deuxième élément essentiel du Sportster est un ensemble de 3 guides d'ondes orientables situés dans le compartiment inférieur du vaisseau. Chaque guide d'onde comprend un empilement de 6 lentilles de focalisation électromagnétique permettant de faire converger un front d'onde à une distance quelconque du guide d'onde. Ces ondes électromagnétiques générées par le guide d'onde ne sont pas des ondes électromagnétiques classiques mais des ondes scalaires. Ces fameuses ondes scalaires qui sont indispensables à l'antigravitation. Chaque guide d'onde, chaque empilement de lentilles est orientable indépendamment ou en association, ce qui permet, de ce fait, d'orienter le vaisseau à volonté. La combinaison de ces deux systèmes, éléments 115 et guide d'onde, permet à l'engin de trouver son énergie, de se déplacer à volonté. Pour reprendre ce qu'en dit Roder, le générateur de Sportster crée tout d'abord entre les deux coques une pellicule uniforme d'ondes stationnaires qui annule la masse et l'inertie du vaisseau. Les 3 guides d'ondes créent ensuite un ou plusieurs axes de poussée assurant la propulsion et l'orientation du vaisseau. Le système de propulsion du Sportster a quelques inconvénients lorsqu'il est en mode répulsif, et non en champ de torsion. À basse altitude, il ne fonctionne qu'à proximité de la planète, est instable à basse vitesse et est sensible aux conditions météo. C'est d'ailleurs pour atténuer cette instabilité que le Sportster tourne sur lui-même à environ 3 tours par seconde lorsqu'il vole à très basse vitesse. Pour voler à vitesse supraluminique, le Sportster fait converger ses 3 guides d'onde vers un point distant afin d'effectuer un bond instantané vers ce point en créant un champ de torsion. Le vaisseau, en vitesse supraluminique, ne peut se déplacer que par petits bonds successifs pour ne pas entrer en collision avec un objet, un obstacle quelconque de plus grande taille que la soucoupe. Au moment où il fait converger ces 3 guides d'onde en un seul point, comme 3 spots de lumière convergeant vers une seule cible, et passe en vitesse supraluminique, l'engin devient transparent, presque invisible. Cet appareil aurait été employé pendant la guerre du Golfe, Desert Storm, en 1991 dans le cadre d'une opération de destruction de chars irakiens. Je vous remercie tous et toutes de suivre mes vidéos, ça me fait un grand plaisir et si vous-même vous y prenez un plaisir vous pouvez lâcher un gros pouce bleu et si elle vous a pas fait kiffer mais il reste aussi pour les rageux jaloux car ceux qui critiquent le plus ne produisent rien donc dans ce triste cas il vous reste le pouce vers le bas donc prenez soin de vous et de vos familles espérons que la vérité est plus proche chaque jour.